l'intégratif, c'est essayer de penser simple, à partir de choses simples, pour que des personnes, sans avoir d'immenses plateaux techniques, puissent changer l'avenir des autres. C'est ça l'intégratif. C'est apprendre à regarder, à ressentir, à aider à regarder, ressentir, et puis changer par le système nerveux autonome ce que l'on peut faire et ce que l'on peut être. Donc, on va d'abord faire le classique, et puis on essaiera de faire en 1h30 ces nouveautés qui sont passées par l'ostéopathie, qui passent désormais très bien par les ostéopathes. Donc, première petite présentation, c'est en guise de révision en fait, hein, et d'introduction, parce qu'après c'est vraiment des publications. Donc, première chose, c'est sûr qu'on commence toujours à l'estime par le microbiote, c'est la clé. Le microbiote, c'est pas que du digestif, mais en grande partie du digestif, et ça permet de déterminer qui vous êtes. Donc, classiquement, avant je présentais ça, c'est-à-dire l'intestin grêle, lorsqu'il n'absorbe pas les sucres, va finalement laisser beaucoup de composants résiduels, et ces nutriments vont être bien sûr utilisés par des bactéries. Là où il y a des nutriments, il y a des bactéries. Une bactérie, c'est un être complet avec un génome beaucoup plus efficace que le nôtre. Ça mange des sucres que nous ne connaissons pas et ça produit du gaz. Le gaz et les électrons ainsi que les acides gras sont des déchets de bactéries. Donc dès que vous avez des troubles du système nerveux autonome, c'est-à-dire des excès d'électrons, des électrosensibilités, une accumulation de graisse, des fragments bactériens bien sûr qui sont des polysaccharides, des gaz, c'est qu'il y a trop de bactéries. Donc ça c'est relativement simple. Et donc ce gaz, lui, va diffuser, une bonne soixantaine de gaz peuvent diffuser très facilement à travers la paroi intestinale, et ça se mesure dans le sang et bien plus facilement dans le poumon. Inutile d'aller mesurer les déchets bactériens dans les urines ou dans le sang, vous aurez que des choses biaisées. Utilisez le poumon, c'est ce qui fait le mieux diffuser les gaz. Hein. Donc rien ne vaut un bon test d'expiration, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins cher, répétable après la prise de sucre, c'est le principe du test respiratoire. Donc ça, il faut bien le comprendre. Le gaz expiré, ça se mesure à jeun et après la prise de sucre, et vous avez des bactéries. C'est très simple. Donc vous avez un appareil qui s'appelle un MX6 qu'on vous aidera à utiliser cet après-midi. Le patient vient à jeun, on lui donne un sucre, celui que l'on veut, et théoriquement, après un parcours d'environ 2 heures, on va tester les bactéries qui sont dans le sécom. Mais chez beaucoup de personnes, ça va stagner dans l'estomac ou dans le jéjunum, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est de pouvoir étudier la flore à l'endroit où ça stagne, parce que c'est la flore principale et c'est celle qui détermine votre biotype. Donc au bout de 2 heures, vous aurez une idée de l'entérotype de votre patient. Il y a en fait seulement 3 grands entérotypes, et c'est là où ça se recoupe étroitement avec l'Ayurveda. Il y a 3 grands doshas, et donc on a 3 grands entérotypes. C'est assez étonnant quand on a pu faire le lien entre ces publications, et maintenant on accepte tous en médecine qu'il y ait 3 entérotypes. L'un qui est avec de l'hydrogène, donc c'est une flore diversifiée. On a en général un peu d'hydrogène, un peu de méthylacétate, on a un peu de méthane, et donc c'est la flore du sportif, c'est Pitta. Ensuite, on a des flores de malabsorption sévère, très élevées en éthyle ou en méthylacétate, souvent une abrasion de l'intestin grêle, donc des gens très fatigables, très minces, qui ont du mal à absorber les nutriments, qui mangent en petite quantité, sinon ils se tordent de douleur. C'est Vata. Beaucoup de gaz. Et puis, il y a des gens qui ont une fermentation méthane dans le côlon, un transit très lent, énormément de graisse produite et absorbée dans le côlon, bien c'est Kapha. Donc on a vraiment un lien très étroit entre cette médecine ancestrale basée sur l'expérience, l'observation, et puis le génie génétique où on va découper en petits morceaux le génome des bactéries dans tous les sens, puis on s'aperçoit qu'on trouve la même chose. C'est logique, au bout de la chaîne, qu'est-ce qu'il y a ? Des êtres humains. Donc, comme les êtres humains étaient là il y a 3000 ans, on trouve les mêmes 3000 ans plus tard. Quelle surprise! Voilà.
Donc on a simplement regardé avec une loupe différente des gens identiques, et on trouve 3 grands entérotypes, et on trouve 3 grands de chat. Donc voilà. Et en fait, il y a des interactions entre ces entérotypes. Donc théoriquement, on a tous un peu les 3, mais on va favoriser l'un ou l'autre. Et bien sûr, si vous prenez des antibiotiques, des huiles essentielles par voie orale, vous allez détruire une partie de ce biote. Et vous allez vous appauvrir. Donc un biote d'un sportif en pleine forme, hydrogène, il est là, et théoriquement, il a un peu les 3. Et si vous commencez à raboter un morceau, parce que vous avez décidé de tuer l'hélicobactère, ou de tuer toutes les bactéries de la bouche pour qu'il y ait moins de sinusite ou de gingivite, eh bien, il va vous rester celui-là, et vous allez devenir un méthanoproducteur, puisqu'il n'y a plus rien au niveau de la bouche, il n'y a plus rien au niveau des sinus, il n'y a plus rien au niveau de l'estomac, puis à la fin, aux grandes surprises, vous êtes hélicobactère moins, sinusite moins, angine moins, et puis il ne vous reste plus que la flore du côlon qui résiste à tout, et puis vous prenez du poids. Avec un foie gras et une dépression, parce que la flore méthane, c'est une flore de syndrome dépressif, constipation et graisse. Et vous avez une flore pauvre. C'est classique, c'est ce qu'on voit actuellement. L'explosion d'épidémies, c'est trop d'hygiène, trop de chlore dans les piscines et trop d'antibiotiques. Ça, on pouvait le voir avec les entérotypes, c'est basique. Normalement, une flore riche est là, on gaspille énormément d'énergie. La bactérie du côlon n'a pas le temps de consommer les fibres, et donc, en effet, tout va bien, on a de l'énergie, du sucre, mais on n'a pas trop de graisse. Donc ça permet de comprendre qu'on a des échanges nutritionnels et que normalement, il y a des bactéries, je dirais, de la première couche d'hydrogène, plutôt gaspilleuses. Ensuite, on a une deuxième couche, et puis on a une dernière couche qui, elle, est beaucoup plus agressive, beaucoup plus résistante, et qui va d'ailleurs être associée, comme Fusobacterium, au cancer du côlon, du pancréas, et puis que l'on commence à associer aux maladies parodontales et toute la kyrielle de cancer qui va avec, c'est-à-dire le poumon, l'œsophage, le foie et l'estomac. Donc on a des flores qui vont non pas se contenter de manger le contenu de la lumière de l'intestin, comme ici, mais qui vont manger la muqueuse. Elles vont se nourrir d'une partie de vous-même. Donc ces échanges-là expliquent qu'on va pouvoir passer d'un microbiote à l'autre. En général, ce sont des couches qui s'ajoutent les unes aux autres, mais c'est, je dirais, une ancienne version. Parce que cette couche-là, Fusobacterium, elle n'est pas forcément accrochée dessus, comme on pouvait le penser, parce que ce sont des anaérobies. Elles vont dépendre du streptocoque, certes, mais elles vont plutôt aller s'enfoncer le long de la dent et vous donner une maladie parodontale et vous digérer l'os, que d'être purement en surface. Autrement dit, il ne suffit pas de passer un coup de Karcher pour se débarrasser d'un entérotype, ce serait trop facile. Ça, c'est le concept, on va mettre de l'argent colloïdal, on va brosser un peu plus avec des huiles essentielles. Pas du tout. Un entérotype, il va à l'intérieur. Un entérotype descend à l'intérieur. Nous sommes tous colonisés, plus ou moins profondément, par des entérotypes. Vous verrez quelques exemples. Même nos tumeurs contiennent des entérotypes particuliers. Nos vaisseaux contiennent des entérotypes. On estime qu'environ 3% des bactéries de notre intestin circulent dans notre sang. On retrouve 3% des fragments. Le long des nerfs olfactifs, il y a pratiquement toutes les bactéries qui viennent rejoindre les méninges, toutes les bactéries des sinus. Nous sommes entièrement colonisés par des biofilms, plus ou moins sélectionnés, et ça va dépendre bien sûr de l'oxygénation, puisque dans les endroits peu oxygénés, eh bien on va avoir des anaérobies. Le Fusobacterium dont je vous ai parlé, celui-là, la terreur des cancérologues, c'est l'anaérobie, et donc on n'a pas des strates, mais on a plutôt des strates inversées. Donc il faut bien comprendre que quand vous avez un entérotype et que vous l'avez détecté, cet entérotype, il est partout. C'est ce que certains disent, c'est une candidose. Une candidose, en fait, ça signale une acidité, ce sera plutôt méthylacétate,
mais ça peut être aussi un découpage d'une muqueuse, Fusobacterium. Donc ça ne veut pas dire forcément grand-chose. En revanche, si vous avez un découpage buccal, une maladie parodontale, là ça veut dire quelque chose. Donc, retenez que c'est une première étape qui vous permet de savoir à peu près si votre patient est en danger ou pas. L'entérotype. Et donc il y a 3 grands entérotypes. Un entérotype Bacteroidetes, dominant, hydrogène, qui est le bon entérotype, celui du sportif. Vous donnez du sucre, il y a beaucoup d'hydrogène. Le patient a mal au ventre, vous diminuez le sucre, il a plus mal au ventre. Vous lui refaites faire du sport, il réabsorbe, il récupère sa muqueuse, tout va bien. Vous avez un deuxième type, celui-là, Prevotella. Ça c'est mal parti, en général terrain allergique. Pour le sujet un peu plus âgé, des caries. Ensuite, beaucoup d'acné, éventuellement du psoriasis, des douleurs articulaires. On va être en association avec Helicobacter, des sulfivibrio qui est en association avec Fusobacterium, donc découpage des muqueuses, maladie parodontale, risque tumoral. Donc là, vous avez du méthylacétate, une immobilisation des vidanges digestives. Le patient, il a mal commencé. Et en général, c'est mis en place dès les 3 premières années de la vie. Et puis la dernière, c'est rarement d'emblée, c'est souvent une complication quand on a tué les autres, soit à coup d'antibiotiques, soit à coup de surcharge en produits féculents et fermenteurs. C'est la flore Ruminococcus, celle-ci. Alors là, on a des muqueuses coliques extrêmement épaisses, habitées par Akkermansia, une prise de poids importante, des constipations et des dépressions. Ça va favoriser également le streptocoque, puisque diabète, streptocoque, ça va très bien ensemble. Dès que vous avez une glycémie élevée, l'immunité baisse, vous avez des neuropathies, et tout ça, c'est un cercle vicieux très difficile à briser. Vous avez donc 3 entérotypes avec, à chaque étape, une apparition relativement précoce. Si vous avez une constipation chronique à l'âge de 10 ans, vous êtes déjà là et vous aurez un mal fou à en sortir, puisque l'objectif, c'est un transit rapide. Donc c'est confirmé par les publications les plus récentes. Nous avons 3 grands types, il y a 3 grands types de personnes. Il faut savoir immédiatement, dès la première consultation, où se situe la personne, écrire son histoire et voir où on va pouvoir agir afin de récupérer une flore diversifiée et un transit rapide, sans atteindre bien sûr du système nerveux autonome. Le fait qu'il y a de nombreuses professions concernées, donc les articles scientifiques sont médicaux, ça concerne des médecins, on parle beaucoup de maladies parodontales, ça concerne des dentistes, le nerf vague, ça concerne les ostéopathes, et bien sûr, il y a aussi de la place pour les naturaux. Donc c'est vraiment une médecine intégrative, transversale, mise alors au goût du jour, et pourtant avec des liens avec, je dirais, la tradition, voire l'ancestral que peut être l'Ayurveda. Donc test d'intolérance alimentaire. Donc ça dose des IgG, mais ça ne peut pas vous dire si ce sont des IgG de tolérance, d'inflammation, de mémoire. Donc vous avez des IgG, vous ne savez pas trop quoi en faire, à la limite. C'est bien, ça va vous donner un guide pour dire au patient, vous allez baisser ça. Ça va augmenter la crédibilité de ce que vous voulez dire. Mais vous n'êtes pas sûr de tomber juste. Deuxièmement, il ne faut pas oublier, et ça je le rappelle toujours à l'ICIM, on ne fait pas d'éviction durable. L'éviction c'est 3 à 4 mois. Donc on réintroduit. Parce que premièrement, les anticorps d'inflammation vont baisser rapidement, et vous devez baisser ces anticorps inflammatoires, mais stimuler les anticorps de tolérance. Donc vous devez réintroduire pour stimuler la tolérance vaccinée, en quelque sorte. Troisièmement, plus vous ferez d'éviction, plus vous aurez une baisse des IgA. Et il est reconnu qu'il faut des IgA élevés pour une muqueuse de qualité. Donc vous devez avoir une grande diversité d'aliments pour avoir des taux élevés d'IgA. Et ce qui élève beaucoup les IgA, ce sont les protéines, y compris la caséine, l'œuf, voire le gluten. Il faut beaucoup d'IgA. Donc il faut réintroduire en petite quantité. Donc premièrement, on arrête en fonction des IgG, sans conviction absolue, il ne faut pas être intégriste sur les IgG, mais vous pouvez les arrêter et vous réintroduisez 3-4 mois plus tard en petite dose. Donc moi j'utilise une cuillère à café
pendant 3 jours, puis 2 cuillères à café, 3 jours, puis 3 cuillères à café. Puis s'il ne se passe rien, au bout de 9 à 12 jours, eh ben, je dis vous êtes à 30 grammes x 2. Comme ça, le patient garde des IGA élevés, il a une bonne tolérance, et surtout, il ne va pas avoir une liste de produits interdits qui lui rend la muqueuse très fine, et puis des carences énormes, avec plus le droit de manger quoi que ce soit. Et tous les jours, la réintroduction, vous tournez sur 4 jours, comme le docteur William dit, on ne peut pas prendre tous les jours, vous voyez, 2 jours de suite. Une fois que vous avez des IGA, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous prenez tous les jours. Vous pouvez prendre des œufs tous les jours, des fromages tous les jours, c'est pas un problème. Une fois que vous êtes protégé, que vous avez des IGA élevés, une flore élevée, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est là où on peut marquer encore une fois la similitude avec l'Ayurveda, c'est que vous devez cultiver une flore de qualité, riche, mais vous devez aussi, en fonction de votre personnalité, de vos doshas, nettoyer régulièrement. Et ce nettoyage, ben, ça va être un renouvellement de muqueuse, ça va être une activation de votre nerf vague, qui est très très important, ça va être une baisse de l'inflammation et y penser en permanence. Donc c'est une philosophie de nettoyage, de renouvellement permanent. Donc en effet, l'objet et l'objectif de la médecine intégrative, c'est de pouvoir, avec une façon de vivre, penser au renouvellement, à la réadaptation, mais dans un contexte de richesse. On respecte ce que l'on est, on enrichit et on renouvelle de façon à ce que la flore, la muqueuse, le système nerveux autonome soit sans arrêt entretenu. D'accord ? Et donc, on est obligé de mesurer notre flore, de mesurer notre système nerveux autonome, de mesurer notre capacité respiratoire et de remettre finalement notre capacité de méditation et de lien avec les autres, notre plaisir de découvrir, en activation 2 fois, 3 fois, 4 fois par an. À nous de trouver le rythme. Voilà. Merci Bruno. Donc une conférence maintenant avec voilà, le deuxième grand volet. Le deuxième grand volet, comme vous dites, sur l'Ayurveda. So, if we are to look at Ayurveda, you all know that it is Ayur is life and Veda is the science. So it's the science of life. And this science of life, Ayurveda, has already had its integration a long, long time ago, because it integrated with the other philosophies at that time, like yoga, which has as its objective unity and happiness, Sankhya, which is the numerical science of how the world is made up of, and Vedanta, which talks about the unity of life and consciousness. So Ayurveda is already a combined philosophy and a science. And in Sri Lanka, when Ayurveda was formally introduced to Sri Lanka, we already had our traditional medical system, which was a large range of recipes for different illnesses. So Ayurveda was complemented by the traditional medicine and also by the medicine called Siddha, which is the indigenous medicine of South India, and Unani, which is the medicine that the Arab traders brought. So it is born out of all these sciences and philosophies. So when Caroline said that she was planning to have a little conference of integrative medicine, I thought it is a good opportunity to share what I know with you and to also learn from all of you. From you, Dr. Donatini, as well as all of you who are passionate, obviously, about integration or learning another aspect of medicine. So I looked at the internet to see what is really integrative medicine.
perhaps. It's this way. And all of the definitions were starting from the point of the Western medicine. So they talked about integrative medicine as that which combines the best of conventional Western medicine with evidence-based complementary medicine and therapies. And then it also talks about medicine that brings together conventional medicine with safe, secure, complementary medicine. So it was really talking about integration at the periphery, you know, little bits of taking in, we call it cherry picking, a few ideas from conventional medicine. But there is also a little more open, more enlightened view that it is a healing-oriented medicine that takes into account the whole person, body, mind, and spirit, and emphasizes the theoretical, therapeutic relation using all forms of remedies. And I think if we look at integrative medicine and its future, that is where it should go, in terms of not thinking that one system is better than the other, but seeing what are the common grounds, commonalities, and moving forward. So in Ayurveda, and maybe you can give this presentation to them. No, you're later. doing very good, I'm fine. No, I mean, you can give it to them in your website or something like that later. So of course. actually, when you look at how Ayurveda describes a person, I would like you to look at the last one, which says Prasanna Atma, Indriya and Manas. That is, a pleasant spirit, a pleasant person who is also healthy in the organs, in the body, and in the mind. So Ayurveda aims to have or to develop or to create a pleasant person. And you cannot be a pleasing person if you have any illnesses, if you are in pain, if you are physically not well, you are not going to be a pleasing person. If you are not quite content with your mind, then you can also not be a pleasant person. So, a pleasant human being is someone who is physically well, who is mentally well, and is also at ease with himself. You see, we are always looking at making ourselves comfortable from outside. We want a good bed, a good place. We don't want too hot, not too cold. But we don't really think about how we are within. And Ayurveda, in all its ramification, looks at that. How can we be comfortable? And how can we be comfortable even when the external circumstances are not so favorable? Because if you look at life, life is never one smooth journey. So through it all, how do you continue to keep your comfort? And that is why Ayurveda integrated with Vedanta, which talks about unity and consciousness. So in Ayurveda, we say there should be samadosha, and that is the balance of the dosha. And I was really pleased to hear Dr. Donatini explain the doshas. So you started with the Pitta dosha. And we normally look at the Vata, but talking about the Pitta. And in fact, the little bits of notes that I had on Vata from an Ayurveda perspective
is very much, we'll start with Pitta. You talked about the biotype, isn't it? You talked about the biofilm. And in Ayurveda also, the Pitta is described as the fire, the energy, the digestion, the metabolic function, the transformation of the body, the synthesizing. And these are all things you talked about. And in Ayurveda, digestion is the core of a healthy human being. We say we are what we eat, and it is not just said like that. It is true. So the digestion, which you explained so clearly, is one of the key elements of the Pitta dosha. So the doshas are the predominant functions of a human being. So you could have a type which we say is a Vata dosha. So that is a person who has strong diagnostic, strong metabolism, a lot of energy, and digestion is good. So that's a Pitta kind of person. The other kind of person is a Vata person. A Vata person, Vata denotes the mobility. It denotes the sensory function. It denotes the movement of everything within the body. And so if the Vata is not working well, then the immunity cannot move around. The digestion, that digestive juices cannot move around. So Vata is mobility. Pitta is more digestion and fire. And Kapha is the most solid part of us. It's solid, it's water, it's heaviness, it's bulk, it is the lubrication, and it is also the immunity. And I think that is, to a great extent, what you also explained in terms of the three aspects in your lecture. And Sama Agni. So Agni is the digestive fire, and it must be balanced. And Sama Dhatu, Sama is the same, balanced, is properly maintained basic body constituents, and that is your bones, your marrow, your muscles. And Sama Mala is also a very important thing, and that is the elimination, the stools, and the different places from which we eliminate. The elimination is very important. In fact, if you go to a Ayurveda physician, a traditional Ayurveda physician, he will always ask you, what is your stools like? And you think, oh, stools like? Do we look at our stools? I mean, we don't really bother about it. And they will ask, what is the color? And very importantly, they will ask, is it floating? And in fact, that's the only thing I do. I always look and I think, if it's floating, it must be okay. I must be okay. So they are looking at the heaviness of what you remove from your body. And if all these things are working well, then you have the pleasant spirit, organs working well, mind contented human being. Est-ce que tout le monde comprend jusqu'à présent? Moi, je comprends. And so, if we look at what Ayurveda does in terms of its objectives, it is, to begin with, it tries to promote health. It tries to prevent disease and cure and manage disease that has already arisen. And in this also, maybe there are ways to combine this if we look at Western medicine. Because in the Western medicine, we may go for a yearly checkup,
But if you are given a clean bill of health, you don't want to go to the physician again. If he doesn't tell you you have some trouble, if the physician doesn't trouble you, you don't want to trouble the physician. But to get on with our presentation, there are several basic principles of Ayurveda, and I won't go into it, but I just want you to understand. The first principle is called the Pancha Mahabhuta. It's the five-fold way in which the universe is made. And this is really a critical thing in Ayurveda, because we believe that the universe is made of space, air, fire, water, earth. Apo, Tejo, Vayu, Ayush. And these same components are what human beings are made of. And so we believe that this good energy, the vibration in the universe, is also within us. And that this is a very beneficial energy. And we can, if we are close to nature, then we can also absorb that beneficial energy. So it's beyond the medicine. It is how we are meant to be. And then there is the sound, touch, sight, taste, smell. These all become important in Ayurveda diagnosis. And the tastes. And the tastes are very important. And the taste is very much part of the food that we take. In Ayurveda, we believe that the food that is cooked must be cooked well, that it must be cooked carefully and lovingly, because the energy of the person who is making the food is also part of the food. And that the food should have these 6 tastes of sweet, sour, salt, pungent, bitter, and astringent. Pungent, c'est piquant, hein? And that our meal should consist of that. Tout le monde comprend, mais so that we just get back to. Tout le monde comprend les goûts? Sucré, acide, salé, piquant, amer et astringent. Donc c'est important que les repas contiennent tous ces 6 goûts pour nourrir tous ces sens et notre constitution, au moins dans la journée. And then there is the biological principles which I explained about the mechanism of the body, and the Vata, Pitta and the Kapha. So that is a little bit like our DNA, but nobody is only Vata or only Pitta or only Kapha. You could be Vata, you're very mobile, energetic, but you would also have some elements of the other. And this is also a core principle, because what Ayurveda tries to do is to balance the doshas, and that is what you mentioned also. So if you are excess Vata, then you try to neutralize it with medicine, with food. We say Vata, so the Vata dosha is aggravated, and then you try to balance it. So I'm trying to have everybody follows what we are saying. Est-ce que tout le monde comprend jusqu'à présent? Je dois traduire un petit peu les idées principales. C'est bien de les traduire. Donc en Ayurveda, on essaye d'équilibrer les 3 doshas qui sont Vata, Pitta, Kapha. On en a parlé tout à l'heure. Et ce sont on est tous un petit peu, à un moment donné, un excès de l'un ou de l'autre. Donc on va essayer de pacifier, redescendre. Et on se concentre énormément sur Vata, comme on en a parlé tout à l'heure, le système nerveux autonome, le mouvement. Tout doit se faire correctement pour que les 2 autres puissent aussi faire leur travail. Mais tout est en combinaison les uns avec les autres. On ne peut pas les séparer. Et on doit essayer de travailler sur les 3 pour retrouver notre équilibre qui nous est propre. Samadosha, donc les doshas équilibrés, parce que c'est dans l'équilibre qu'on est en bonne santé.
So, for example, when you have a first consultation with a physician, they will try and assess your dosha. Sometimes you find in magazines now they say, fill up this questionnaire and we can tell you what your dosha is. And really you can't do that because the physician tries to observe you carefully and mark on the chart what they observe. They would observe you like that for a couple of times before they come to the conclusion which type of dosha you would be. And then your whole medicine regime, your food regime, your diet would also be prescribed accordingly. Let me explain that. So, quand vous allez voir un médecin ayurvédique par exemple et que vous lui demandez où j'en suis, il va d'abord regarder où vous en êtes par rapport à ces 3 doshas. Alors bien sûr, faites très attention parce que vous pouvez pas, c'est très difficile de s'observer soi-même à moins d'avoir énormément de connaissances, savoir où on en est à ce niveau-là. Quand vous voyez dans des magazines, par exemple, des questionnaires que vous remplissez, Vata, Pitta, Kapha, où j'en suis, en réalité, ce n'est pas très correct parce que c'est trop facile, je dirais, de remplir soi-même. On est beaucoup plus subjectif et la personne que vous allez voir va vous observer sous plusieurs angles que vous ne pouvez pas le faire pour savoir exactement quel dosha est déséquilibré et essayer de retrouver un régime alimentaire et un traitement pour rééquilibrer tout ça. Donc ici, bien sûr, chez nous, on vous entraîne également à être de bons praticiens pour pouvoir faire la différence avec tout ça, pour éviter les erreurs des deux côtés. And of course, there is the eliminative components. We call it trimal, the urine, the stool, and sweating. And this is also a very important point. Très important également, les éliminations du corps. Hein. And the metabolic power, the digestive fire, Agni. Sometimes it can be strong, it can be balanced, or it can be weak. And then the ama. I think this also Dr. Donatini explained from his perspective. So the toxins that gather in our body and the elimination of the toxins. So in fact, when you look at Ayurveda, the methodology of Ayurveda is detoxifying, we call it purification and rejuvenation. And then there is also the diagnosis. And the diagnosis is also interesting. There are 3-fold methods, there is 8-fold methods. So if you look at the 8-fold method, so there is diagnosis. Diagnosis is carefully done. And because from ancient times there were no diagnostic tools like the modern medicine, they had to be very careful in their diagnosis. So you looked at the face, you looked at the voice, you looked at the eyes carefully, you looked at the skin, you looked at the urine, you looked at the stools, and then the pulse diagnosis, and then the tongue. And then the diagnostic. Diagnosis is, I think, definitely a way that there can be integration, because in Ayurveda you rely on the 8-fold, 10-fold diagnostic method, but that can be combined with the Western medicine of diagnostic tools, of stethoscope, the tonometer, ascometer, x-rays, scanning, and all the blood tests that are available. So these are the ways in which, areas in which I thought there could be integration. We use Ayurveda in order to promote health and to maintain health, maybe a regime of that. Because, for example, in Ayurveda, we don't wait until we are ill in order to do the purification. In fact, the purification to be effective should be done when you are unwell. When you are well, so that the purification can really be effective. Because if you go to the physician when you are unwell, then they have to first treat that particular illness. That also may be a system of purification. But when you are well, your body is more likely to benefit from the purification
and then the rejuvenation. Always purification, then rejuvenation. So that's mainly what I wanted to share with you. And I am sorry that I do not know how to speak with you in French, but if you want this presentation translated into French, then we could do that. Kelly is there. Le cours sera en français, hein, garanti. Anyway, you can have it in the course English. Is in French, so you know, I think everything will be translated in details and all. So tout sera. Moi, bien sûr, je travaille en anglais avec eux, mais tout sera en français, bien entendu. Et on n'a pas malheureusement le temps de tout traduire. Je pense que tout le monde a un peu compris les principes, les grands principes généraux.